8h13, la grande interview CNews Europe 1 avec ce matin Georges Bensoussan. Bonjour Georges Bensoussan. Bonjour Romain Desarbres. Merci d'être avec nous, historien, auteur notamment du livre Une nouvelle histoire du sionisme, 1860-1950, chez Folio Éditions. Vous êtes également l'auteur des origines du conflit israélo-arabe aux éditions Que sais-je. Et puis, vous aviez dirigé, il y a 25 ans maintenant, on en parlera dans cet entretien, les territoires perdus de la République. C'était il y a 25 ans, mais ça reste d'une terrifiante actualité. On va parler évidemment de la guerre Iran-Israël-États-Unis. Je voulais vous entendre déjà sur la mort d'un de nos soldats cette nuit, l'adjudant-chef Arnaud Frion du 7e bataillon de chasseurs alpins de Vars dans une attaque près d'Erbil au Kurdistan irakien. Il faisait de la formation antiterroriste. Une milice pro-iranienne annonce qu'elle va cibler désormais les intérêts français dans la région. On rend hommage à ce militaire mort pour la France. Qu'est-ce que ça dit de l'évolution du conflit, Georges Bensoussan ? D'une certaine façon, ça met le conflit en pleine lumière, à savoir qu'il y a quand même un aspect anti-occidental dans ce conflit. Ce n'est pas seulement une guerre États-Unis, Israël, Iran, c'est une guerre qui engage en fait l'Iran, en règle générale, et un certain nombre de ses alliés contre le monde occidental et aussi d'une certaine façon contre ses valeurs. Parce que qu'on le veuille ou non, quand on attaque le monde occidental, c'est qu'on attaque aussi le mouvement des Lumières, tout ce qui s'appelle la démocratie, etc. Ce n'est pas étonnant, si vous voulez, qu'on trouve du côté de l'Iran et la Chine et la Russie, c'est-à-dire deux États. L'un est franchement totalitaire, l'autre c'est de structure totalitaire. La Russie de Poutine, c'est d'une véritable alliance sur ce plan-là, idéologique. Ça veut dire que ces milices cherchent à entraîner l'Occident dans ce conflit ? Pas forcément, mais en tous les cas, c'est un conflit qui est révélé en pleine lumière par ces affrontements où ce soldat français était tué, par exemple. Parce que qu'on le veuille ou non, que la France le veuille ou non, elle est impliquée également dans ce conflit. À quel niveau ? Elle est impliquée tout simplement parce que c'est un conflit qui dépasse très largement le cadre régional. C'est un conflit qui met en présence un certain Sud, un peu comme ça qu'on peut le Sud global, et le monde occidental. Et donc de ce côté-là, la France, elle est bel et bien dans le monde occidental. Comment vous le définiriez, ce certain Sud ? Certain Sud, c'est aujourd'hui cette alliance dont je viens de parler, Russie, Chine, Iran, et ces États plus ou moins affiliés. Ça ne veut pas dire que le Sud global est impliqué, c'est-à-dire l'Inde, par exemple, et le Brésil ne font pas partie. Sur le conflit, Donald Trump multiplie les déclarations. Il en a fait une à nouveau cette nuit pour dire que cette guerre ne sera pas longue. Est-ce que c'est votre conviction, vous qui connaissez parfaitement cette zone ? Je pense que les déclarations de Donald Trump ont pour but de rassurer l'électorat américain, et en particulier sa base qui ne le suit pas là-dessus, et au sein de sa base, dans le monde MAGA, ce mouvement qui constitue son soutien, toute cette extrême droite américaine qui est aussi de plus en plus antisémite, de plus en plus anti-israélienne. Il a besoin de la rassurer. Il a besoin aussi de rassurer les cours mondiaux du pétrole pour éviter un emballement général et en particulier une inflation forte. Donc ces déclarations, il ne faut pas les prendre comme des déclarations d'un homme qui varie constamment dans ses positions, mais au contraire, il y a un véritable calcul politique ici. Il s'agit de calmer le jeu, mais ça ne veut pas dire pour autant que la guerre va s'arrêter dans 2 jours. Sauf que lors de la campagne des 12 jours, la guerre a été brutalement interrompue sur ordre de Donald Trump, et le résultat de ce travail à demi fait, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. C'est parce que le travail, il s'est arrêté au milieu du gué. Bien sûr, c'est-à-dire que quand Donald Trump a donné l'ordre d'arrêter absolument toutes les opérations offensives contre l'Iran, il y avait toute une escadrille israélienne qui était en vol vers Téhéran et qui a fait demi-tour. L'Iran frappe les monarchies du Golfe et les Émirats. Il y a eu des frappes sur Dubaï. Il y a eu 2 morts ces dernières heures à Oman. Quelle est la stratégie de l'Iran en tapant les monarchies du Golfe ? C'est faire en sorte de créer un climat d'insécurité. Mais d'ailleurs, c'est la stratégie iranienne depuis 47 ans. C'est ce qu'a fait l'Iran depuis 47 ans. L'Iran s'est attiré les grâces d'un certain nombre de proxys, comme on dit, c'est-à-dire le Hamas, le Hezbollah, les Houthis du Yémen, les milices chiites irakiennes, par exemple, pour créer un harcèlement continu autour de l'État d'Israël, pour faire en sorte, d'épuiser l'État d'Israël, nerveusement, psychiquement, militairement, et 2, faire en sorte d'éviter une frappe israélienne contre son propre territoire. Mais c'est une stratégie qui est en train de s'écrouler. Et d'une certaine façon, c'est l'un des effets pervers pour le Hamas du 7 octobre, c'est que le Hamas a d'une certaine façon, le 7 octobre, signé sa défaite. Cette stratégie... Et pas seulement sa défaite, mais la défaite de ses alliés. Georges Bensoussan, cette stratégie est en train de s'écrouler. Pourquoi ? Pas tout simplement parce que l'offensive militaire israélienne a réussi. Là, c'est le langage des armes qui a parlé. Et donc le Hamas aujourd'hui est défait militairement, mais pas politiquement. Il n'a pas rendu ses armes. Le Hezbollah est largement défait et l'opinion libanaise est massivement
Hezbollah, parce que c'est l'État libanais tout entier qui est en train de s'effondrer. Mais est-ce que cette stratégie est en train de s'effondrer aussi parce que ces monarchies du Golfe vont se rapprocher un peu plus d'Israël Pas et donc forcément. s'éloigner un peu plus de l'Iran? Pas forcément tous lesquels n'ont jamais été très proches de l'Iran. Il ne faut pas oublier quand même la profonde fracture chiisme-sunnisme. Ça, on l'oublie un peu parce qu'on a l'impression d'avoir un bloc musulman uni, mais pas du tout sur le fond. Sur le fond, les chiites, en particulier les chiites les plus radicaux, sont violemment antisunnites. Comment peuvent réagir du coup les monarchies du Golfe? L'Arabie Saoudite, Dubaï, enfin les Émirats Arabes Unis, Oman, le Koweït. Ça, je ne peux pas vous dire là-dessus. Je ne suis pas un spécialiste, si vous voulez, de la politique arabe proche orientale. Mais une chose est sûre, c'est qu'elles aussi, elles sont embarquées dans ce conflit. Ouais. Deux géants semblent n'être que des spectateurs. C'est pas certain qu'ils ne soient que des spectateurs, mais ils semblent, et on les entend peu. C'est la Russie et la Chine. Ils jouent un rôle pour vous? Oui, bien sûr, ils jouent un rôle. C'est-à-dire que la Russie, ses alliés objectifs, l'Iran est un allié objectif, entre autres, il lui a fourni un certain nombre d'armes et drones, par exemple, et la Chine, tout le monde le sait, ne dépend pas totalement du pétrole iranien, comme on le dit souvent, elle dépend à 15-20% du pétrole iranien, mais c'est quand même beaucoup. Et donc le détroit d'Ormuz pour la Chine, que la circulation y soit libre, c'est fondamental. Selon le ministre britannique, d'ailleurs, de la ministre britannique de la Défense, derrière la tactique de l'Iran, il y a la main cachée de Vladimir Poutine. Les Russes aideraient les Iraniens. C'est ce que dit le ministre de la Défense britannique. Une alliance objective. Comment est-ce que vous évaluez le risque d'un embrasement au-delà de la région? C'est bien difficile aujourd'hui de le dire. Pour l'instant, c'est un conflit très régional. Il y a énormément de freins à l'idée d'un embrasement planétaire. Donc ça, je pense que ça fait partie des craintes qui sont réveillées constamment dès qu'un conflit s'allume. Je pense que ce sont des craintes pour partie exagérées aujourd'hui. Mojtaba Khamenei, le nouveau guide suprême iranien. On ne l'a toujours pas vu. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie qu'il est blessé. Il a été blessé lors de la première attaque. Il a été blessé, voilà. Il serait sain et sauf, mais il a été blessé. Voilà. Et la deuxième raison, qui a beaucoup joué pour Nasrallah au Liban et qui a beaucoup joué pour Khamenei dans les derniers mois depuis la guerre des 12 jours, c'est qu'il a très peur d'une frappe israélienne parce que le renseignement israélien est très aigu, très pointu dans la région et on les a vus capables de frapper un appartement sur une résidence d'une centaine d'appartements. Un appartement et lui seul, par exemple. Donc il sait très bien que sa vie est en danger. Donc c'est un chef qu'on n'a pas vu. C'est pour ça qu'il se terre? Peut-être. Il a peur d'être localisé. Il a peur d'être localisé, ça c'est certain. Et probablement que Khamenei, le père, je veux dire, a fait l'erreur de convoquer une réunion chez lui, ce fameux 28 février. Un communiqué qui est attribué à Mojtaba Khamenei a donc été lu à l'antenne de la télévision iranienne hier. On entend toutes les rumeurs à son sujet. Qui dirige l'Iran aujourd'hui? Pour moi, ça dépasse mes compétences. Je ne peux pas vous répondre sur ce sujet. C'est assez complexe. On a l'impression que le guide suprême étant tombé, il y a des luttes de clans sans doute dans les coulisses qui se préparent, en tous les cas qui s'aiguisent. Et donc on ne sait pas quelle sera la tendance qui va dominer. Mais ce qu'il faudrait savoir, et là-dessus on est très pauvre en informations, ce qui se passe dans le tissu profond de l'Iran, par exemple, ce qui se passe avec les Bassidji, avec les Pasdaran, est-ce qu'il y a des défections ou pas? Comment réagit la police ordinaire? Comment réagit l'armée? Ce sont les questions essentielles pour savoir de quel déséquilibre éventuellement pourrait surgir une libération. Benyamin Netanyahou dit que la guerre va permettre aux Iraniens de faire tomber le régime. Cette guerre doit permettre d'en finir avec les mollahs, mais ensuite, vous qui connaissez bien cette région, on ne pourra rien imposer aux Iraniens. Ça, rien ne se fera sans les Iraniens. Bien sûr. Ça va de soi, c'est-à-dire qu'une révolution pour sortir d'un État qui n'est pas un État autoritaire, qui est un État totalitaire, et qui a eu 47 ans pour prendre racine dans le tissu profond du pays, ça n'est pas une simple dictature. Il ne s'agit pas seulement d'enlever Maduro comme au Venezuela, c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est-à-dire que le totalitarisme islamique iranien a pénétré toutes les pores de la société iranienne. C'est donc pas par des offensives aériennes qu'il pourra tomber. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe. Oui. Israël joue sa survie, Georges Bensoussan, en cherchant à neutraliser l'Iran et le Hezbollah libanais. Sur le Hezbollah, qu'est-ce que peut espérer Israël? C'est important que vous disiez qu'Israël risque sa survie parce qu'on a complètement oublié finalement le fond du problème. Enfin, joue sa survie, oui, c'est ça. Bien sûr, vous avez tout à fait raison. Récemment, il y a un jour ou deux, le ministre turc des Affaires étrangères a dit, je cite, « Le gouvernement Netanyahou est au cœur de toutes les crises de la région ». Elle est superbe, cette phrase, parce que c'est une phrase qui est une inversion totale de la réalité. Si Israël est au cœur des crises, c'est parce que le droit
à l'existence légitime d'Israël est constamment remis en cause depuis 1948. Remontons le fil du conflit et on verra que c'est toujours la même cause. Le monde arabo-musulman n'a toujours pas accepté, non pas l'existence d'Israël, la Jordanie et l'Égypte ont signé un traité de paix, la légitimité de cette existence. C'est ça qui est central. C'est là le cœur du problème. Et alors ensuite, finalement, on accuse la victime d'être à l'origine du conflit. C'est un peu le syndrome de la femme violée. Si elle a été violée, c'est peut-être qu'elle a bien cherché, d'une certaine façon. Eh bien, avec l'État d'Israël, aujourd'hui, on est en présence de ce cas de figure-là, sur le plan psychologique ou mental, si vous voulez, à savoir que la victime israélienne ici, dont on conteste le droit, la légitimité de l'existence, et son droit est remis en cause depuis 1948, d'où ces conflits à répétition. L'Iran dénie à Israël son droit d'exister. Bah évidemment, mais ça depuis le premier jour. Je rappelle quand même que Jean-Marie Le Pen était l'invité d'honneur de la République islamique à Paris, à l'ambassade, pour l'anniversaire de la République islamique dès 1998. Je rappelle que Forisson, le pape du négationnisme français, était invité d'honneur du président Ahmadinejad et qu'il a présidé ce fameux forum sur la négation de la Shoah. C'est une entreprise pas seulement totalitaire, pas seulement islamiste avec tout ce que ça suppose de liberticide, c'est une entreprise violemment antisémite et pas seulement antisioniste. Parce que ce qu'on a oublié, c'est que dans le chiisme iranien, il y a une dimension anti-juive extrêmement violente. On l'a oublié tout simplement parce que ça n'était pas le chiisme qui était au pouvoir jusqu'en 1979. Le Hezbollah, qu'Israël ambitionne de détruire, est-ce que vous pensez que véritablement que c'est possible ? On peut détruire éventuellement la milice, on peut détruire les têtes, mais comme on dit, on ne rentre pas dans les cerveaux. Non, bien sûr. C'est-à-dire, si vous voulez dire par là, est-ce qu'on peut détruire une idéologie ? Oui. Non, ça ne se détruit pas. Une idéologie, ça ne se détruit pas par des armes. Regardez ce qui s'est passé avec l'Allemagne nazie. On a pu la détruire, elle a été désarmée et tout. Mais est-ce qu'on a réellement dénazifié dans les consciences une majorité ou une certaine majorité des Allemands ? Non, je n'y crois pas. Il y a une pseudo-dénazification d'Allemagne dans les 15-20 années qui ont suivi la guerre. C'est la même chose ici. Le Hezbollah peut être privé de ses armes. Vous n'allez pas désarmer l'idéologie islamiste. Comment Israël doit-elle s'y prendre donc ? Israël n'a pas le choix, vous l'avez dit tout à l'heure. Israël est face à un péril existentiel. Je rappelle quand même les dimensions d'Israël entre la frontière et entre la mer, pardon. Israël n'a pas le choix. Israël joue sa survie, mais on ne détruit pas une idéologie. Donc, on ne détruit pas une idéologie. Alors on reste sur le pied de guerre et on fait en sorte que l'idéologie en question n'ait pas des milices meurtrières à sa disposition. En un mot, on désarme. Mais ça ne veut pas dire qu'on règle le conflit sur le fond. Oui. Est-ce qu'Israël va devoir envoyer plus de troupes au sol ? Il y a quelques soldats au sol, au Liban, dans le sud du Liban. Est-ce qu'Israël, selon vous, va devoir envoyer des troupes au sol et occuper une partie du Liban, du sud ? Ça signifierait en fait occuper une partie du Liban, qu'on retombe exactement dans les errements de la politique de 1982 à 2000, qui n'ont rien réglé du tout, puisque finalement, au bout de 18 ans, les Israéliens sont retirés. Donc la solution, elle passe par la recouvrance par l'État libanais de sa souveraineté totale. Si l'État libanais est capable de contrôler son territoire et de faire sa police, alors la frontière israélo-libanaise redeviendra ce qu'elle était il y a 40 ans, ce qu'on appelait la bonne frontière, la frontière la plus pacifiée. Quel rôle, selon vous, Georges Bensoussan, historien, je rappelle le titre de votre livre, Une nouvelle histoire du sionisme, quel rôle pourrait être celui des Français au Liban ? Quel rôle pourraient jouer les Français ? Il y a un lien qui nous lie, qui est très fort avec le Liban. Quel rôle pourrait-on jouer ? Le rôle efficace de la France, ce serait d'abord de garder un équilibre entre les positions pro-libanaises et pro-israéliennes et de comprendre que les intérêts israéliens passent aussi par le renforcement de l'État libanais, c'est-à-dire qu'en fait, il ne s'agit pas constamment d'accuser Israël d'attaquer le Liban, mais de voir pourquoi Israël est obligé de désarmer le Hezbollah, qui menace sa frontière et qui fait que pratiquement 300 000 Israéliens ont quitté tous ces hameaux, tous ces villages, toute cette petite ville du nord d'Israël. Je prends l'exemple de Kiryat Shmona ou Metula, qui sont des villes du nord d'Israël. Depuis le 7 octobre 2023, elles n'ont pas regagné toute leur population. La moitié est encore dehors. Elle est un peu partout éparpillée dans le pays. C'est vraiment une question de survie, un peu comme si vous voulez, en tant que Parisien, c'est la ville d'Étampes qui serait constamment menacée. Est-ce que oui ou non, les Français ont le droit de revenir à Étampes ? C'est la même chose ici. Et les Français n'ont pas conscience de cette réalité ? Non, parce qu'elle est constamment, les Français et d'autres, elle est constamment perdue de vue, elle est noyée par toute la logorée de l'actualité médiatique. Encore une fois, revenons au cœur du conflit, revenons à son noyau originel et on comprendra beaucoup mieux tous ces développements actuels. Mais dans le bavardage actuel sur le conflit, constamment accuser Israël d'être à l'origine de ces agressions, c'est oublier qu'en l'occurrence ici, on a un État qui est menacé
dans son existence, pas dans son régime, dans son existence même. Je rappelle que c'est le seul État de la planète qui a été menacé dans son existence par un autre État de la planète qui s'appelle l'Iran. Conséquence immédiate de la guerre au Moyen-Orient qui concerne le quotidien des Français, le baril de pétrole qui est autour des $100. C'est une guerre qui peut provoquer, selon vous, un choc économique mondial comparable à ce qui s'est passé dans les années 70 ? C'est peu probable, parce que le détroit d'Ormuz, même s'il est aujourd'hui impraticable, en tous les cas sous le feu iranien, ne le restera pas longtemps. Je veux dire, l'Iran n'a pas les moyens militaires de résister à la puissance de feu américaine. Donc on n'est pas dans un scénario 1979 ou 73. Cette menace contre l'une des principales routes du pétrole de la planète, elle change la nature du conflit en cours pour vous ? Oui, forcément. Bien sûr, elle change la nature du conflit. Elle le mondialise d'une certaine façon, au moins économiquement parlant. Et elle contribue par des commentaires assez irresponsables à rendre la victime responsable de cette aggravation de la situation. Encore une fois, si l'Iran n'avait pas menacé de destruction l'État d'Israël depuis 47 ans, on n'en serait pas là. Je voulais vous entendre également, Georges Bensoussan, sur la fusillade qui a visé hier une synagogue dans le Michigan, aux États-Unis, pays engagé dans les frappes contre l'Iran. C'est une attaque qui montre que cette guerre commence aussi à reproduire des répercussions à l'intérieur même des États-Unis et plus largement dans le monde occidental, selon vous ? Partout, en réalité. Depuis le 7 octobre, plutôt depuis le 8 octobre 2023, on assiste à quoi ? À une hystérie anti-israélienne qui prend la forme d'une psychopathologie collective. On est devant quelque chose de totalement fou qui fait penser à des peurs collectives du Moyen-Âge, par exemple. Israël est devenu la bête noire de l'humanité, mais ce qui est frappant, quand on va un peu plus loin, c'est qu'on constate que dans la structure de l'accusation, on n'a pas changé depuis des siècles et des siècles. On est passé de l'état du peuple en trop de jadis, le peuple juif, avant 1939, on est passé à l'État en trop d'aujourd'hui. Mais on est toujours dans la même figure. Un État est en trop, comme jadis un peuple était en trop. Et sur ce plan-là, l'attaque du Michigan ou d'autres attaques qui ont eu lieu ou qui auront lieu sans doute demain n'est qu'une des retombées de cette mondialisation, de cette hystérie anti-israélienne où visiblement un grand nombre de gens ont totalement perdu la tête, perdu raison. Il y a les élections municipales en France ce week-end, premier tour dimanche et second tour le dimanche d'après, le 22. Est-ce qu'il y a, selon vous, un risque d'entrisme islamiste dans ces élections municipales ? Risque d'entrisme islamiste dans certaines listes ? À l'évidence, oui. Bon, alors, je veux dire que à l'évidence, oui. Dans quel type de liste ? L'entrisme islamiste, il ne date pas d'aujourd'hui. Il date au moins d'une vingtaine d'années. Il y avait déjà des listes totalement communautaristes. Mais la poussée est plus forte. Beaucoup plus forte. La poussée est plus forte. Pourquoi ? Parce que ce qui a toujours le dernier mot en histoire, c'est la démographie. La poussée est plus forte parce que la démographie de l'immigration en France fait qu'aujourd'hui, on a une masse de manœuvres qui s'est islamisée, pas tous heureusement, et qui a gagné des banlieues qui sont islamisées, qui sont à la fois contrôlées par un certain nombre de dignitaires religieux, mais aussi par le narcotrafic, qui sont, alors là, vous avez cité les territoires perdus de la République, ce sont des territoires franchement perdus de la République. Et donc là, sur l'entrisme, pour des raisons électorales ou électoralistes, mais il joue à plein, bien sûr. Et c'est ce qu'on peut craindre, parce que, vu la masse démographique, il peut y avoir des gens qui sont tentés, pour avoir des voix, de céder sur un certain nombre de principes démocratiques et républicains qui sont intangibles. Vous nous dites que la seule règle qui vaille pour comprendre le monde et pour comprendre ce qui se passe en France, c'est la démographie. Donc c'est la règle du nombre. C'est la règle du nombre. Entre autres, c'est l'une des règles principales. Vous savez, c'est pas de moi, cette analyse-là. C'est Auguste Comte, au XIXe siècle, qui disait « la démographie, c'est le destin ». Voilà, la formule est parfaite, à mon avis. Vous faites allusion à certains qui font des clins d'œil à un électorat qui pourrait être sensible aux thèses antisémites. Vous parlez de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. Eh bien, alors la France Insoumise, je ne sais pas si tous sont embarqués là-dedans. Il y a énormément de moutons dans ce mouvement. Évidemment, il y a une pensée moutonnière extraordinaire dans la France Insoumise. Mais c'est la conjonction, la France Insoumise, de deux électorats. Un électorat du ressentiment, de cette petite bourgeoisie cultivée qui n'a pas accès au poste qu'elle désirait, et Mélenchon lui-même est l'homme du ressentiment, l'homme qui est convaincu d'avoir un destin national à la De Gaulle et qui finalement piétine d'impatience devant la carrière relativement médiocre qu'il a eue jusqu'ici. Et de l'autre côté, vous avez tout un courant islamiste en tous les cas, qui est très sensible à ces appels du pied de nature plus ou moins antisémite, très anti-israélienne, très anti-sioniste, qui a fait de Gaza une sorte de fixation mentale. C'est indéniable qu'on a là la conjonction. Et Mélenchon lui-même, je l'ai dit d'ailleurs chez une de vos consoeurs ici même sur Europe 1, je doute que Jean-Luc Mélenchon soit antisémite. Et je l'ai dit chez Laurence Ferrari, je pense que Mélenchon est pire qu'antisémite. Il manœuvre l'antisémitisme, il s'en sert. Et donc quand il fait ces fameux clins d'œil dont vous parlez, il sait très bien sur quel terrain il joue.
Georges Bensoussan était notre invité ce matin pour la grande interview CNews Europe 1. Merci beaucoup d'être venu ce matin pour cette interview passionnante. Merci à vous d'être venu nous éclairer sur ce qui se passe dans le monde. Je rappelle le titre de votre livre, Une nouvelle histoire du sionisme, 1860-1950, aux éditions Folio. Il y a également les origines du conflit israélo-arabe, aux éditions Que sais-je. Et puis vous aviez dirigé les territoires perdus de la République. C'était il y a 25 ans, mais c'est ce qu'on se disait au début de cet entretien. C'est d'une terrifiante actualité. Merci beaucoup, Georges Bensoussan. Merci à vous. Bonne journée à vous.